Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition qu'on démarre tout de suite par cette activité liée à la crise énergétique. Le ministre de l'Énergie et des Mines qui a rencontré aujourd'hui les opérateurs économiques pour leur présenter le plan du gouvernement pour sortir définitivement le pays donc de cette crise énergétique. Reportage signé Mesme Addison. Il est clair que le Bénin est en déficit énergétique. Il y a le programme MCA, le deuxième compact surtout, qui a axé ses actions sur le renforcement du Bénin dans ce sens-là. De manière simple, c'est un problème national parce que ça nous interpelle dans nos vies de tous les jours. Interpellé donc, le président de la CCIB, Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, a recours à l'expertise du ministre en charge de l'énergie, lequel est justement ici pour prendre et garder contact avec ses opérateurs économiques. Nous voulons être un grand pays. Nous devons avoir une vision dans 5, 10, 15 ans de ce que sera notre pays, de ce que seront nos besoins, pour qu'ensemble, on puisse déjà faire de la programmation d'investissement. Les pays qui arrivent, ils passent forcément par là, et on est obligé de passer par là. Je suis là aujourd'hui pour qu'on acte que c'est le début d'une longue coopération qui va permettre aux uns et aux autres de trouver leur compte dans le cadre des responsabilités, dans le cadre des activités qui sont les leurs. Le besoin énergétique aujourd'hui est accessible selon le ministre, mais pas sans les opérateurs économiques en tant qu'investisseurs. Parce que l'objectif, c'est d'arriver à faire en sorte que le secteur privé puisse aussi prendre des parts et prendre des responsabilités dans le développement de ce secteur vital pour notre économie et pour le bien-être de notre population. Le gouvernement a mis en place un comité de pilotage de redressement de la stratégie énergétique. Un plan d'action est élaboré avec un axe fort énergie. Mais des problèmes risquent de se poser tant que les desiderata des opérateurs économiques ne seraient pas pris en compte. Je suis là aujourd'hui avec toute mon équipe pour savoir où vous avez mal et voir de quelle manière et quels médicaments, avec quelle dose on peut arriver à traiter ce mal. On peut rester donc sur la même dynamique pour annoncer cette bonne nouvelle pour les expropriés de Maria Gleta. Eh bien, ils ont commencé à être dédommagés. La cérémonie a eu lieu hier à Abomey-Kélavi. Voici le reportage de Jérôme Hongbo et de Patrick Bénon. Le président, à travers son ministre de l'Énergie, nous dit aujourd'hui que le dédommagement va commencer. Le gouvernement joint ainsi l'acte à la parole pour un processus démarré il y a 8 ans. Après le recensement, l'impatience, l'angoisse et l'incertitude qui caractérisent les expropriés de Maria Gleta sont désormais conjuguées au passé. Vous avez accepté de laisser vos terres pour une cause juste, pour une cause noble. Les sous qu'on va sûrement vous remettre en dédommagement et les infrastructures qui vont accompagner également ces mêmes sous, c'est la construction déjà de notre pays qui est amorcée. Excellence, Monsieur le ministre, je suis tout en admiration par rapport à votre engagement pour la mobilisation des ressources nécessaires et la mise en place des mécanismes appropriés pour que nous soyons aujourd'hui à cette cérémonie. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le montant de ces dédommagements confiés à Diamond Bank. Diamond Bank a reçu effectivement la totalité des ressources allouées. C'est pour le ministre de l'Énergie un réel motif de satisfaction. Dona Jean-Claude Oussou avait donné son engagement avec la détermination du président Patrice Talon afin qu'avant la fin de cette année, ce dossier soit bouclé. Il faut que chaque personne concernée puisse aussi se retrouver dans de meilleures conditions de nouveau. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, ce pourquoi cette expropriation a été faite puisse bénéficier largement à la commune et à son environnement et au pays au-delà de ça, à travers ces 120 mégawatts qui sont très très importants pour notre pays et que les retombées soient visibles dans cette commune et toutes les communes autour et à la population. Après l'aspect administratif, ce processus d'expropriation finira par la phase judiciaire.
Et là, on enchaîne tout de suite avec la chronique judiciaire. Nous avions sur ce plateau notre chroniqueur judiciaire, Jérôme Mouboua, bonsoir. Bonsoir Prosper Prévenoteu. Alors, les nouvelles de la cour d'assises, 2 dossiers ont été examinés ce vendredi, notamment le premier est un cas de coup mortel. Le nommé Mathieu Benagnon, voilà, est comme de 9 ans de travaux forcés et il retrouve sa liberté puisqu'il a déjà passé près de 10 ans de détention provisoire. Tout à fait, nous revenons d'abord sur les faits. Le 3 février 2007, les nommés Benagnon Mathieu, Oussougan Zinsé Joël et plusieurs autres jeunes ouvriers ont été recrutés pour servir pour le déchargement des bidons d'huile de 2 camions. Feu Oussougan Zinsé Joël, qui avait travaillé dans l'équipe du matin, tenait à se joindre à celle de l'après-midi pour travailler à nouveau. Ce à quoi Benagnon Mathieu s'est opposé. Une bagarre s'en est suivie. Au cours de cette bagarre, l'accusé Mathieu Benagnon aurait cassé une bouteille et à l'aide de 2 tessons, il a atteint à la poitrine feu Joël Zinsé, qui est décédé au cours de son évacuation sur le CNHU. Inculpé de coup mortel, le nommé Mathieu Benagnon a reconnu les faits en précisant qu'il voulait se défendre contre son agresseur et qu'il ne s'était même pas rendu compte des blessures faites à la victime. Ce matin à la barre, le représentant du ministère public disqualifie l'infraction de coup mortel. Il parle plutôt d'homicide volontaire. Qui sème le vent, dit-il, récolte la tempête avant de requérir, dit-il, contre le prévenu, les travaux forcés à perpétuité. L'avocat de la défense fait souligner la bonne foi de son client, plaide pour l'excuse de provocation et demande la clémence de la Cour. Après s'être retiré, la Cour délibère. Mathieu Benagnon est condamné à 9 ans de prison et pour avoir déjà passé 9 ans 10 mois de détention préventive, il retrouve sa liberté. Le président de la séance est magistrat Christophe Atimakan. Le ministère public, magistrat Joseph Kloka, greffier, vu maître Victoire Oladikbo et la défense de l'accusé est maître Eugène Koublenou. Et puis un dossier de viol sur mineur était également donc inscrit au rôle donc de la course jeudi et ce vendredi, Jérôme. Tout à fait, monsieur Togbevi Mesme est locataire dans une concession à Zoboro. Nous sommes à Cotonou et il vivait avec son épouse et son enfant et il avait l'habitude de commander aux fillettes du propriétaire et des autres locataires de cette concession. Courant octobre 2009, suite à un différend avec son épouse, il a renvoyé cette dernière chez ses parents. Courant avril 2010, alors que les enfants s'amusaient dans la cour de la dite maison, l'un d'eux a qualifié l'autre de excusé du peu, de pute. Interpellé par sa mère pour le motif de cette insulte, la fillette a avoué à celle-ci que le nommé Togbevi Mesme l'avait fait visualiser des films pornographiques lorsqu'ils sont allés regarder la télévision chez lui avant de lui imposer des relations sexuelles. Elle précise d'ailleurs qu'elle ne serait pas la seule dans le cas que d'autres fillettes, toutes de la maison, auraient eu à subir le même sort. Interpellé, Togbevi Mesme a nié les faits à toutes les étapes de la procédure. La Cour l'a condamné à 6 ans de travaux forcés et à une amende de 80 000 francs CFA pour transport et autres préjudices causés. La quarantaine, il a déjà passé 7 ans environ derrière les barreaux. Il retrouve sa liberté. Il faut préciser, Prosper Prévenoteu, que la présidente de cette séance est la magistrate Eliane Moutaes Guézo, le ministère public, magistrat Florentin Boudou, le greffier de la séance est maître Prosper Yossou et la plaidoirie de l'accusé a été assurée par maître Maxime Aweke. Lundi prochain, lundi 8 décembre, la Cour va se prononcer sur un autre cas de viol. Merci Jérôme. On vous retrouve donc le lundi prochain pour une autre chronique judiciaire. Tout à fait. Merci et bon week-end à vous. Merci. Les travailleurs de la radiodiffusion et télévision du Bénin ont tenu ce vendredi une assemblée générale dans l'enceinte de l'office. À l'ordre du jour, un seul point, savoir les dispositions à prendre en vue de la nomination d'un agent comptable à l'ORTB. C'était la principale raison donc de cette assemblée générale. On écoute respectivement M. Bernard Bonou, il est le secrétaire général du Central, et Mme Cécile Sotosa Nounagnon, au micro de Gloria Oni et de Jules Akweikou. Le personnel de l'office voudrait comprendre un peu pourquoi le présent agent comptable, qui est là depuis 2005 et qui est allé à la retraite en juin 2015, est toujours en poste. Le personnel de l'ORTB ne comprend pas pourquoi la même personne est en poste
de juin 2015 à ce jour. Le bureau exécutif a mené également des démarches envers certains responsables, que ce soit de l'ORTB ou hors de l'ORTB, pour que cette situation soit réglée. Nous en étions là quand le ministère des Finances a sonné l'ORTB, lui demandant de procéder ou d'aider à la nomination d'un nouvel agent comptable, sinon nos finances auront des difficultés en 2017. Pourquoi pas peut-être à partir de décembre. Et nous allons davantage attirer l'attention de la direction générale, même du conseil d'administration là-dessus. Et après tout cela, nous n'avons pas toujours eu de réponse. C'est face à tout cela que nous nous sommes dit, pour que nous ne soyons pas comptables demain de cette situation, nous devons nous mettre devant vous et recueillir votre avis par rapport à la situation. Du 5 au 11 décembre, le Bénin sera le carrefour de l'Internet, un rendez-vous qui est à sa 6e édition et va permettre aux acteurs de réfléchir sur les enjeux et défis du numérique. Le conseil technique aux médias du ministre de l'économie numérique revient ici sur les points clés de cette édition. Il est interrogé par Calva Doramon et Jean-Claude James. Le thème central de cette 6e édition de la Semaine de l'Internet, c'est l'économie numérique, enjeux et défis. Avec l'avènement du nouveau régime du président Talon, il est actuellement fortement question de booster l'économie béninoise par l'économie numérique. Donc l'objectif principal de cette 6e édition de la Semaine de l'Internet, c'est de faire partager la vision du chef de l'État. L'économie numérique en général, c'est quoi? C'est l'usage des technologies de l'information et de la communication et des outils assimilés pour pouvoir optimiser les résultats que nous avons déjà dans nos activités classiques. L'essentiel, ce n'est pas de tout savoir, mais c'est de savoir où se trouve tout. Et c'est dans ce sens-là que nous avons voulu faire un bain pour nous ressourcer. C'est ça l'objectif de la formation qui a démarré pour aguerrir à nouveau tout le personnel. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent de l'Internet, de notre capacité à naviguer dans le pays, et tout ça, etc., etc. C'est vrai, il y a des difficultés à ce niveau-là. Mais on est résolu cette fois-ci parce que c'est la vision du chef de l'État à faire les investissements lourds nécessaires pour pouvoir régler ces problèmes. Évidemment, la TNT est omniprésente pendant cette semaine de l'Internet. Aux célébrations de la journée de la lutte contre le sida à l'état-major général, c'est à travers un don de matériel médicaux et de vivres. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du chef d'état-major de l'armée de terre et du chargé d'affaires donc à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Bénin. Blaise Adanko, Edmond Humba. Matériel médical et des vivres. L'ambassade des États-Unis d'Amérique soutient les forces armées béninoises dans la lutte contre le VIH-Sida. En cette journée où la communauté internationale multiplie les efforts contre le virus d'immunodéficience acquis. La fourniture de ce lot de matériel a été rendue possible grâce au programme de prévention du VIH-Sida du département de la Défense des États-Unis dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH ce 1er décembre 2016. Le programme de prévention du VIH-Sida du département de la Défense travaille à réduire l'incidence du VIH-Sida au sein du personnel en uniforme à travers le monde. Ce programme a déjà réussi à obtenir l'adhésion de plus de 80 pays à travers des efforts de lutte contre le VIH-Sida au sein de leurs services militaires respectifs. Les forces armées béninoises bénéficient depuis 14 ans environ de l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à travers le programme dénommé Defense HIV Prevention Program. En témoignage, l'offre de cet important lot de matériel de soins, de sensibilisation et de matériel médico-technique. Le contexte actuel, caractérisé par une baisse des ressources, donne l'agréable occasion aux forces armées béninoises d'accueillir avec une grande joie cet important soutien du département de défense des États-Unis d'Amérique.
Ce don de matériel et de vivres vient une fois encore renforcer le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin. Le rideau sur le 11e congrès de la Société africaine francophone d'ophtalmologie, SAFO, a connu donc son épilogue à Cotonou. Les participants ont eu droit à un programme scientifique de qualité supérieure qui a abouti à des recommandations pertinentes. Voyons le reportage de Marie-Louise Perrin et de Yves Akropessi. 4 jours durant, ces congressistes ont passé en revue les problématiques actuelles dont l'impact sur le développement est crucial. Pour ce congrès, je retiendrai essentiellement 3 choses. La première, c'est la soif de savoir et de savoir-faire scientifique qui se dégage du record de participation et de cette attitude studieuse et participative observée sur tous les fronts du congrès. La deuxième, c'est ce plaidoyer non dissimulé en direction de nos décideurs politiques et financiers pour le renforcement de nos structures en ressources humaines bien formées et en plateaux techniques performants. Et en cela, la formation en leadership de notre jeune génération d'ophtalmologistes a un parfum d'espérance. Enfin, la troisième, c'est la situation d'un mal de reconnaissance qui émane de nos coéquipiers de tous les jours. Je vais nommer nos amis les TSO. Ils ont su habilement transformer en tribune de plaidoirie la séance de communication sur le cahier des charges du TSO au bloc opératoire. Le gouvernement de la République du Bénin a pris conscience de cet enjeu majeur et a pris acte des recommandations, notamment celles relatives à l'installation dans le pays d'un centre de prise en charge efficace de la rétine. Le ministère de la Santé, qui est le ministère sectoriel, dans sa volonté de jouer sa partition pour un aboutissement heureux de cet engagement, a commencé déjà par mettre en place des stratégies efficaces pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Mais surtout, le ministère de la Santé s'engagera pour la mise en place d'unités ophtalmologiques dotées de matériel de pointe, mais surtout de personnel adéquat pour le diagnostic précoce et la prise en charge des pathologies oculaires. Le Sénégal prend la relève pour organiser la 12e édition de la SAFO, entendez, Société africaine francophone d'ophtalmologie. De nouveaux gagnants à la loterie nationale du Bénin. 4 personnes ont empoché près de 20 millions de francs CFA cette semaine. C'est à l'issue du jackpot du vendredi dernier du Paris Mutuel Urbain. Edmond Houbo et Cécile Houndoué pour les détails. Émile Kouassi-Kouedenou est l'un des heureux gagnants de la loterie nationale du Bénin. Comptable de profession, ce fidèle client de la loterie a misé avec une somme de 9 000 francs CFA au tiercé et le voilà désormais millionnaire. Vraiment, je suis très content, joyeux, surtout que nous tendons vers la fin d'année avec des projets en cours. Je pense que ça va pallier à quelque chose dans la famille. Le projet, bon, je suis déjà en construction, je pense que je vais pouvoir achever. Voilà, c'est l'un de mes projets importants. Ça fait plusieurs fois que je gagne des lots, mais pas des lots aussi importants. Mais tu as jeté son regard merveilleux sur moi et le jackpot, je l'ai sauté pour la première fois. Bon, je continue. Le directeur général de la loterie nationale, à l'occasion, invite ceux qui hésitent encore à emboîter le pas à Émile Kouedenou. Pour lui, la chance ne sourit qu'aux audacieux. Ceux qui ont gagné ont inventé une petite part de bonheur. Et là-dessus, ils feront du bonheur encore, en prenant les risques normaux de la vie, par le travail, par le jeu, par l'ouverture d'esprit, par la tolérance, dans l'amitié, dans la concorde. Soyons du nombre des espérants, de ceux qui espèrent, de ceux qui sont convaincus que demain sera meilleur. Attirez vers vous la grandeur, l'efficacité, le rayonnement, la joie, en toutes choses. Ne négligez rien, avalez tout. Les gains de loterie aussi. Bon appétit. Au total, 4 gagnants ont reçu leur chèque à cette cérémonie.
Le Bénin abrite du 2 au 5 décembre prochain le congrès électif de la Confédération africaine de roller sport. Le choix porté sur le Bénin est le fruit du dynamisme de la Fédération béninoise de roller sport. Ce dynamisme permet également au Bénin d'être candidat au poste de président de la dite confédération. Gabriel Afouda. Créée en 2012, la Fédération béninoise de roller sport s'active pour imposer la discipline sur le plan international. Son dynamisme a abouti en 2015 à la naissance de l'Union des fédérations ouest-africaines de roller sport. Une union présidée par le Béninois Nathanaël Koti qui fait preuve d'efficacité sur les plans sous-régional, africain et mondial. Satisfaite des résultats de la Fédération béninoise de roller sport, la Fédération internationale lui confie l'organisation du congrès électif de la Confédération africaine de roller sport. 19 pays africains sont attendus à Cotonou du 2 au 5 décembre 2016. Le Béninois Nathanaël Koti est candidat au poste de président de cette confédération. Il bénéficie du soutien du gouvernement béninois et d'une forte majorité des pays africains. Et voyons maintenant le reste de l'actualité au plan international avec cette victoire, cette alternance en Gambie. Le candidat de l'opposition, l'homme d'affaires, Adama Barrow, gagne donc la présidentielle avec plus de 45% des suffrages exprimés en sa faveur. Il a battu donc le président sortant, Yahya Jammeh, au pouvoir sans partage depuis 22 ans. Autre actualité donc dans ce télégramme que vous allez suivre d'un instant à l'autre, le président français, François Hollande, président donc sortant, qui renonce à être candidat à sa propre succession. Voici donc le résumé de l'actualité internationale avec Jérôme Hougoua. Le président gambien Yahya Jammeh a perdu le scrutin présidentiel face au candidat d'une coalition d'opposition, Adama Barrow. Having received 263,000. Ayant obtenu 263 515 voix sur le total des votes de cette élection, je déclare Adama Barrow légalement élu pour servir comme président de la République de Gambie. We are pleading to everybody to observe and respect. Nous appelons tout le monde à respecter la paix, la tolérance et la tranquillité, parce que comme vous pouvez le savoir à ces résultats, nous allons avoir un changement de gouvernement et l'homme en place depuis 22 ans est magnanime d'accepter, même avant que la déclaration ne soit faite, qu'il a perdu les élections. Even before this declaration is done by me, the returning officer, that he had lost the elections. Yahya Jammeh avait prévenu qu'il ne tolérerait aucune contestation des résultats dans la rue, mais exclusivement devant les tribunaux. La télévision d'État a indiqué à l'AFP que M. Jammeh devait faire une déclaration dans la journée pour féliciter son successeur, Adama Barrow. Les principaux candidats à l'élection présidentielle au Ghana ont signé jeudi un accord contre les violences électorales, l'impunité et l'injustice en amont du scrutin du 7 décembre qui s'annonce serré entre le président sortant John Mahama et Nana Akufo-Addo. Au Nigeria, un tribunal a refusé jeudi une nouvelle fois d'accorder la liberté conditionnelle au militant indépendantiste biafrais Nnamdi Kanu ainsi qu'à 3 autres prévenus accusés de trahison et détenus depuis plus d'1 an. C'est à cause de leur échec à amener leurs témoins que nous en sommes là. Nous sommes venus au tribunal de nombreuses fois et nous sommes prêts pour le procès. Mais ils ne sont jamais prêts. Nnamdi Kanu, directeur de Radio Biafra basé à Londres, est notamment accusé d'avoir appelé sur les ondes à la sécession de certains États du sud du Nigeria et à la création d'une république du Biafra indépendante. En France, François Hollande renonce à être candidat à sa propre succession. Il a annoncé ce jeudi 1er décembre. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Eh bien, cela se referme. Merci pour votre fidélité. Retrouvez à 23h Aurélie Choton pour le JT Soir. Merci et à demain.
Bénin Top 10. En compétition cette semaine, Ivan, c'est mon tour. C'est mon heure aujourd'hui. C'est mon tour aujourd'hui. C'est ma gloire aujourd'hui. JD, dis oui. Ramon, Rélou. Gopal, Iya. Blizzy, Finini. Rickson, Wiloko. Franck Carmel, Bévon. Est-ce que c'est toutes les go que tu dois agréer? Est-ce que c'est toutes les go que tu dois mettre dans ton lit? Est-ce que c'est toutes les go que tu dois agréer? Est-ce que c'est toutes les go que tu dois mettre dans ton lit? Nicanor, Annie. Renaud King, Doubé.